Voici les images que l'on associe généralement aux algues. Des marées vertes qui envahissent nos littoraux. Mais ces végétaux recèleraient aussi des pouvoirs insoupçonnés. Promesse d'un monde sans plastique. C'est 100% biodégradable, c'est-à-dire que si on le met dans l'eau, il va se dénaturer complètement, sans incidence négative pour l'environnement. Promesse d'un monde où l'air de nos villes serait de nouveau respirable. Sur une colonne comme celle-ci, dans un environnement urbain, on va avoir des équivalences en arbres de quelques dizaines. Promesse d'un monde où les non-voyants retrouveraient la vue. Donc jusqu'à ce qu'on obtienne une vision vraiment le plus proche du naturel possible, qui permet de voir le mieux possible. Les algues pourront-elles un jour concrétiser ces rêves? C'est bon? Dans le monde entier, des chercheurs tentent de percer les secrets des algues. Mi-juin, sur les îles Féroé, un archipel de l'Atlantique Nord. Température de l'air, 10 degrés, à peine plus que celle de l'eau. La biologiste Agnès Mols-Mortensen part avec une équipe pour l'une des grandes fermes aquacoles de saumon de la région. Nous allons prélever des échantillons d'eau afin d'analyser sa valeur nutritionnelle. À 2 mètres de profondeur d'abord, puis à 10 mètres. Avec ses collègues de l'Institut de recherche publique Fiskaling, la biologiste travaille sur un projet unique en son genre. Améliorer les conditions d'élevage des saumons grâce aux algues. L'objectif des chercheurs est de recréer en aquaculture un milieu le plus naturel possible, où le recours aux médicaments et aux produits chimiques serait superflu. Au printemps, la biologiste a introduit dans ses bassins des algues brunes. Celles-ci vivent normalement dans les eaux claires et fraîches des fjords. Reste à voir si elles se développeront aussi bien dans les cages à poissons. C'est l'une des cordes test que nous gardons ici, loin des poissons. Toutes les cordes vertes que vous voyez là sont similaires. On les transférera un peu plus tard dans les cages où elles serviront d'abri. Cette corde-ci nous sert d'étalon. Nous la mesurons 1 fois par mois. Agnès contrôle la croissance et la fertilité des algues brunes. Même si elles se ressemblent, 2 espèces se sont développées sur la corde. L'une a été implantée par la biologiste, l'autre s'est établie d'elle-même. Les pisciculteurs sont d'ores et déjà convaincus des bienfaits des algues. Pour nous, à Hidden Fjord, ce qui compte, ce sont eux, les lompes. Ces jeunes spécimens sauvages trouvent refuge dans les algues que nous cultivons. Nous les faisons cohabiter avec nos saumons d'élevage, car ils mangent leurs poux de mer. C'est un moyen naturel de se débarrasser des poux. Ça évite d'avoir recours aux produits chimiques. Les lompes vivent au milieu des algues. Les algues elles-mêmes ont besoin de peu de nutriments. Ce sont des organismes végétaux présents surtout dans les océans. Ils se développent par photosynthèse, c'est-à-dire en captant le CO2 de l'atmosphère et en le transformant grâce à la lumière du soleil en oxygène. Un processus complexe qui a commencé il y a 3,5 milliards d'années. Les algues ont contribué à créer le monde tel qu'il est aujourd'hui. L'humanité a pu évoluer parce que nous disposons du bon mélange gazeux pour pouvoir vivre. Les algues sont des producteurs primaires.
Elles se développent sans que nous ayons besoin d'intervenir ou de les nourrir. Ces forêts d'algues sont essentielles pour nos fermes piscicoles, car elles servent de pouponnières à nos alevins. Et si nous voulons les utiliser à grande échelle, il faut les cultiver. Produire des algues à terre, est-ce possible? À Ottobrunn, près de Munich, les chercheurs de l'Institut des algues de l'Université technique travaillent avec un grand bioréacteur. Le professeur Thomas Bruck cultive ici Nanochloropsis salina, une microalgue qui vit à l'état naturel dans la mer. Dans l'installation, du gros sel remplace l'eau de mer et des LED imitent la lumière du soleil. Ici, les chercheurs peuvent simuler n'importe quelle zone climatique. Généralement, on simule almérien en Espagne. Parce qu'en Bavière, les algues ne poussent évidemment pas aussi bien. En Espagne, c'est beaucoup mieux. Là-bas, nous pourrions produire tout au long de l'année. Pour obtenir des données techniques pertinentes, il faut évidemment pouvoir simuler ce climat. Et c'est possible ici et nulle part ailleurs dans le monde. Le secret de cette algue marine verte réside dans sa teneur élevée en huile. Pourrait-elle un jour remplacer notre pétrole? Le chercheur vérifie régulièrement ses conditions de croissance optimales. Cette culture m'a l'air très bien. Elle se développe parfaitement. Nous allons la laisser tranquille quelques jours avant de la récolter et de la stresser. Stresser l'algue, autrement dit, lui retirer ses nutriments, de sorte qu'elle arrête sa croissance. C'est à ce moment-là qu'elle produit suffisamment d'huile. Faut-il y voir le biocarburant du futur? Il est impératif de susciter l'intérêt de l'industrie. Des investissements colossaux sont nécessaires, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, pour mettre en œuvre un dispositif à grande échelle. Je pense néanmoins que la pression pour mettre en place des technologies favorables au climat va s'accentuer dans les années à venir, et à un point tel que nous n'aurons plus d'autre choix. Nous savons ce qui est écrit dans les rapports climatiques. Si nous attendons encore, le climat va finir par s'effondrer, et nous ne serons plus en mesure de faire quoi que ce soit. S'affranchir du pétrole. Une urgence qui a inspiré aux chercheurs bavarois un matériau révolutionnaire. Une fibre de carbone à partir d'algues, plus solide et plus légère que les composés d'acier et d'aluminium. Cette plateforme est composée d'un alliage de fibres de carbone et de pierre. Sa fabrication est donc carbonégative. De plus, le recours à ce composite nécessite moins de matériaux, comme on peut le voir ici. Au-dessus, vous avez une fine feuille de granit. En dessous, notre fibre de carbone. Et entre les deux, un calcaire. Cette plateforme est tout aussi solide que de l'acier. Elle est également flexible. En obtenant une précontrainte par la fibre de carbone, on confère une certaine élasticité au matériau. Celui-ci peut donc complètement remplacer l'acier. Nous avons baptisé cette trottinette Minus E, car elle est à émission négative, à la fabrication comme à l'utilisation. Des fibres de carbone non pas fabriquées à partir de carbone fossile, mais d'algues. Voilà de quoi révolutionner l'industrie des matériaux de construction. Mais le procédé pour obtenir la précieuse huile est encore trop coûteux en argent et en énergie. Grâce à une technologie enzymatique, nous avons déjà réussi à craquer les algues. Nous sommes aujourd'hui en mesure d'obtenir une proportion suffisamment élevée d'huile, environ 60%, pour réaliser une séparation spontanée des phases. Une fois la cellule ouverte, nous réalisons une centrifugation de courte durée et ensuite nous pouvons, grâce à la gravitation, pratiquer la séparation des phases. Du point de vue énergétique, c'est un procédé beaucoup plus efficace. Quant à la transformation en carburant, elle est au point depuis maintenant 5 ans. Est-ce qu'on en fera du diesel pour les voitures ou du kérosène pour les avions? La question n'est pas d'actualité.
voler grâce à de l'algocarburant. Ce rêve est à portée de main. Toutefois, la production d'huile d'algues reste chère. Pour en faire une alternative viable, les chercheurs travaillent donc sur d'autres procédés. Le lac Hubertus de Köthen, dans la région de Bitterfeld, est célèbre pour son exploitation de lignite du temps de la RDA. Ici aussi, les scientifiques cherchent une alternative aux carburants fossiles. Ici, comme dans de nombreux autres lacs, un film d'algues se dépose chaque été en surface. Des algues bleues qui, en grande concentration, libèrent des substances toxiques et interdisent la baignade. Les chercheurs, eux, sont ravis. À l'école supérieure d'Anhalt, l'un des grands centres de recherche sur les algues en Allemagne, l'équipe du professeur Carola Grill cherche la superalgue. Ce serait bien si tu pouvais y jeter un œil. Oui, c'est une belle efflorescence algale. Nous essayons d'isoler les différentes souches contenues dans l'échantillon du lac. Dans l'eau, nous avons un mélange de différentes algues. Ici, nous tentons de les isoler les unes des autres, de sorte qu'elles soient utilisables en vue d'une production technique. La chercheuse s'intéresse aux composants particuliers des microalgues. Les éléments comme les protéines, les acides gras oméga 3 et les colorants sont prisés par l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Mais l'algotechnologie est une science récente. Les composants et les propriétés des algues sont loin d'être tous inventoriés. Les scientifiques estiment qu'il existe entre 400 000 et 500 000 espèces d'algues différentes, avec une variété de formes et de couleurs qui paraît infinie. Environ 10% des algues ont été répertoriées jusqu'à présent. Parmi les quelques microalgues utilisées dans l'industrie, seules 4 ou 5 le sont à grande échelle. Or, en plus de leur forme et de leur apparence très variées, chacune possède une composition de principes actifs qui lui est propre. Les algues présentent un grand avantage. Elles poussent jusqu'à 20 fois plus vite que les plantes terrestres et produisent jusqu'à 30 fois plus de lipides que le colza, par exemple. Les chercheurs s'intéressent surtout à l'huile. En conditions de laboratoire, les algues se cultivent facilement. La seule difficulté réside dans la consommation élevée d'énergie et d'eau nécessaire pour extraire leurs composants. Les chercheurs de Köthen ont néanmoins franchi une étape majeure. Ils ont découvert une algue qui pourrait bien donner un nouvel élan au projet de biocarburant. Cette algue rejette elle-même son huile. Il ne reste plus aux chercheurs qu'à la récolter. Nous évitons ainsi plusieurs étapes du traitement et récupérons l'huile en continu au fur et à mesure de la croissance de l'algue. C'est ce qui est particulier. Une sorte de station-service qui fonctionnera peut-être un jour à grande échelle. Nous n'avons pas beaucoup d'alternatives. Nous devons poursuivre dans cette voie. Pour le moment, ce n'est pas rentable, mais qui sait ce qu'il en sera dans 20 ans. Il faut essayer de nouvelles approches. Nous avons développé un système technique adapté pour recueillir cette huile, le fameux Milking Extractor. Nous avons ainsi économisé 80% des coûts par rapport au système classique, mais cela ne suffit pas. Nous devons rendre nos algues encore plus productives. Et je suis très optimiste quant à nos chances de succès. Ressources renouvelables, les algues remplaceront peut-être un jour les combustibles fossiles. Autre pays, autre innovation. En France, une société de biotechnologie exploite l'appétit des algues pour le CO2. Objectif, assainir l'air. À Poissy, à l'ouest de Paris, une tour aux allures de colonne Maurice a été installée. Elle capte 1 tonne de CO2 par an, soit la performance d'une allée d'arbres. La performance en termes de captation de CO2 et de production d'oxygène
va dépendre de la quantité de CO2 qui sera disponible dans l'air, donc la quantité de CO2 en excès. Sur une colonne comme celle-ci, dans un environnement urbain, on va avoir des équivalences en arbres de quelques dizaines. Sur des applications industrielles où on va avoir des fumées très concentrées en CO2, là on va pouvoir parler de centaines d'équivalents arbres. Donc, tout dépend de la concentration en CO2 disponible pour faire fonctionner le système. La colonne aspire l'air ambiant et le fait circuler à l'intérieur. Les 1000 litres d'eau contiennent 10 kg de microalgues. Des diodes électroluminescentes assurent pour le moment un éclairage en continu. Les prochains développements auront des éclairages où on ira chercher beaucoup plus la lumière naturelle le jour et où on utilisera les LED la nuit, puisque l'objectif, c'est de faire fonctionner le dispositif 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce dispositif n'en est encore qu'au stade expérimental. Mais une amélioration de la qualité de l'air a d'ores et déjà été constatée dans cette banlieue parisienne. Sur les îles Féroé, l'air est beaucoup plus respirable. La biologiste Agnès Mols-Mortensen se rend à sa station d'élevage d'algues. Ce conteneur sert de pouponnière à ces algues destinées à l'alimentation. Hygiène oblige, Agnès enfile une tenue de protection. La jeune femme cultive la laminaire sucrée et le wakame atlantique. Pour elle, ce sont les super aliments du futur. Agnès a longtemps expérimenté les meilleures conditions de développement des spores en ajustant la luminosité et la température. À présent, elle contrôle régulièrement leur croissance. L'objectif est de les déployer en octobre prochain dans notre ferme, qui se trouve dans le fjord. D'ici là, je les maintiens vivantes et en bonne santé. Lorsqu'elles reçoivent de la lumière, elles produisent beaucoup d'oxygène par la photosynthèse. On voit bien les bulles sur les cordes. Les algues poussent sur de petites cordes. Celles-ci seront plus tard enroulées autour de grands câbles, puis immergées en mer. La ferme d'Agnès se trouve dans une baie étroite située dans le sud de l'île. La jeune femme espère augmenter bientôt sa production, même si cette année, elle a eu du mal à recruter de la main-d'œuvre pour mettre à la mer les spores en temps voulu. À la mi-juin, la saison arrive à son terme. Aujourd'hui, Agnès s'apprête à effectuer la dernière récolte de l'année en compagnie de son frère et d'une autre personne venue en renfort. Comme pour les terres agricoles, les fjords sont divisés en parcelles et la concurrence est rude pour en louer une. Les règles sont strictes. Un seul exploitant par baie est autorisé. Si celle-ci avait été occupée par un éleveur de saumon, Agnès n'aurait pas pu s'y établir, même si algues et poissons font bon ménage. Avec son frère aîné, Agnès a fondé en 2007 une entreprise qu'elle a baptisée Tari, ce qui signifie algue en féroïen. Son exploitation n'est qu'à quelques encablures de la côte. Vous voyez là, c'est une des cordes de culture. Elles sont toutes en longueur. Les grandes bouées rouges forment un quadrilatère. Il y en a un autre plus loin. Et nos cordes sont immergées au milieu. C'est comme ça que les algues sont cultivées. L'objectif n'est pas tant de faire de la quantité que de la qualité, en fonction de l'usage que l'on veut faire des algues. Dans notre cas, elles sont toutes destinées à l'alimentation humaine. La qualité est donc la priorité. Nous apprenons à chaque saison. Je pense que nous avons fait toutes les erreurs possibles et imaginables, mais on progresse. Le petit bateau avec lequel l'équipe récolte normalement les algues étant en panne, quelqu'un doit se dévouer pour aller à l'eau, par 8 degrés.
C'est lui qui va y aller. Nous avons 5 cordes de culture au milieu. Il va les détacher les unes après les autres. C'est un chouette endroit pour travailler parce que c'est très près de la côte. Et ce n'est pas trop fatigant. Nous faisons des analyses bactériologiques. Nous voulons être sûrs que les produits que nous vendons ne sont pas contaminés par Escherichia coli ou d'autres bactéries du même genre, dont la consommation présente des risques sanitaires. Les algues doivent être remontées au plus tard à la mi-juin. Plus la récolte est tardive, plus les algues sont colonisées par des bactéries et par d'autres organismes. Cela ne les rend pas impropres à la consommation, mais elles ne satisfont plus les critères de qualité élevés retenus par Agnès. Je vais en prendre une grande. C'est bon. Ça a un goût salé. C'est un peu... C'est un peu épicé. Et la texture est caoutchouteuse. Les algues sont riches en iode, magnésium, calcium et protéines. Mais seront-elles à même de répondre à l'augmentation de la demande alimentaire mondiale? Agnès voudrait tripler sa production d'ici l'an prochain, mais il lui manque la main-d'œuvre et l'argent. Elle a pourtant refusé l'offre d'un gros investisseur. Elle préfère garder son indépendance et voir si son entreprise peut se développer par ses propres moyens. Les macro-algues sont dotées d'une grande capacité d'adaptation et se développent beaucoup plus vite que les plantes terrestres. C'est surtout vrai lorsqu'il fait chaud et qu'elles disposent de nombreux nutriments, comme ici sur les côtes bretonnes. Ces algues vertes sont inoffensives en soi, mais une fois rejetées à terre, elles produisent en se décomposant de l'hydrogène sulfuré très toxique. Mais comment expliquer une telle prolifération dans ces zones côtières? On voit ici 2 baies, la baie de l'Auquirec où nous sommes et la baie de Saint-Michel. Et on voit la particularité, ce sont des parties de côte qui entourent la mer. Et donc l'eau, la mer, quand elle monte et quand elle descend, eh bien c'est la même eau qui monte et qui descend, ici et là. Les rivières apportent les nitrates dans la mer. Vous en avez une ici et vous en avez 2 là. Et donc les algues vont pouvoir profiter de ces nitrates dans des milieux naturels fermés. Et donc il y a peu d'échanges d'eau, l'eau est claire, elle n'est pas profonde, et donc les algues vont pouvoir prendre le nitrate qui sera arrivé là, qui ne sera pas dispersé, dans cette baie-là comme dans celle-là. Et en pourrissant, elles vont provoquer de l'hydrogène sulfuré, qui est un toxique violent. Les taux élevés de nitrate dans l'eau, dus à l'épandage d'engrais, sont connus depuis longtemps. Ce sont surtout les grandes exploitations à l'intérieur des terres, plus que les petites fermes le long des côtes, qui sont responsables de ce fléau. Ces marées vertes ne sont donc pas une fatalité. Ramasser les algues échouées est particulièrement risqué. En 2009, Thierry Morfois, employé communal, est décédé après avoir ramassé des algues vertes sur la plage. Thierry Morfois est mort d'un accident du travail, intoxiqué par les marées vertes. Et je dis qu'en 2019, avec les conditions qu'il y a actuellement, on ne peut pas exclure qu'il y ait encore un accident. On ne peut plus les ramasser. Et même en les ramassant, vous ne les empêcherez pas de pourrir. Dans les estuaires comme ici, c'est impossible de les ramasser. Yves-Marie Lelay inspecte régulièrement le littoral concerné. Dans l'air flotte une odeur âcre d'œufs pourris. Le gaz toxique se tapit sous l'épaisse croûte blanchâtre d'algues desséchées. Soudain libérées,
Ils représentent un risque mortel pour les hommes et les animaux. Le militant écologiste mesure sans relâche les concentrations d'hydrogène sulfuré. Ah bah 80 ppm, si vous restez pendant longtemps, effectivement, vous pouvez avoir des irritations des yeux et bien sûr des symptômes plus forts, comme en particulier une perte de connaissance. C'est le produit de la décomposition de ces algues. Vous en voyez une d'ailleurs à l'intérieur qui est en train de se décomposer. Moi, si vous sentez ça, vous faites la différence. Ici, ça sent l'œuf pourri à plein nez. 10 000 tonnes d'algues ont été rejetées sur les rivages bretons au cours de l'été 2019. Un bien triste record. Vous avez ici un décor superbe et à la fois sinistre. Parce que vous voyez, tout est mort. Vous avez très peu d'oiseaux. Puis vous avez ce noir là qui flotte, et cette odeur en permanence. Et l'hydrogène sulfuré qui descend dans la rivière et qui infeste absolument tout. Pour moi, c'est terrible parce que j'ai connu ces paysages sans marée verte, sans destruction massive de la biodiversité. Ce paysage-là devrait être plein d'oiseaux. Face à la prolifération massive d'algues sur les côtes bretonnes, des entrepreneurs de Saint-Malo ont eu une idée. Utiliser cette ressource naturelle apparemment illimitée pour développer un substitut biodégradable au plastique traditionnel. Du plastique bio à base d'algues. Rêve ou réalité? La matière première, issue en partie de résidus de l'industrie cosmétique, est transformée en granules. Nous, on travaille exclusivement sur des algues brunes. C'est en fait une biomasse algale qu'on va pouvoir valoriser et réintégrer effectivement dans un process industriel. Une fois déshydratées, les algues sont transformées en granules, réduites en poudre ultra fine et enfin pressées selon la forme désirée. Les fondateurs ont travaillé plusieurs années avant de trouver la bonne composition. Leur objectif, fournir un matériau qui soit une alternative viable au plastique issu du pétrole. Les applications sont multiples et ne concernent pas seulement le secteur de l'emballage. La poudre ultra fine est thermoformée dans une machine pendant 5 minutes à 95 degrés, sans consommation d'eau. Après 2 minutes de refroidissement, le produit est prêt à l'emploi. Un bioplastique 100% algues qui résiste à tout, sauf à l'eau. Donc ici, on a des clés USB. Donc, la coque est en 100% algue opaque. C'est-à-dire qu'en fait, on a de l'algue, essentiellement, et quelques additifs végétaux. C'est 100% biodégradable, c'est-à-dire que si on le met dans l'eau, il va se dénaturer complètement, sans incidence négative pour l'environnement, puisque c'est 98% d'algues plus 2% d'additifs végétaux naturels. Gobelets, montures de lunettes et flacons pour cosmétiques contiennent quant à eux entre 20 et 50% d'algues. Le reste est constitué de plastique traditionnel qui les rend résistants à l'eau. Notre objectif, c'est effectivement de réduire au maximum la part des plastiques, d'arriver à terme à pouvoir tout faire en algues opaques, justement pour limiter cet impact négatif sur l'environnement. On est quand même sur de la moyenne durée. À ce niveau-là, il faudra au moins une dizaine d'années pour être en capacité de recouvrir l'ensemble des champs d'application. Et pour élargir ainsi la palette des produits proposés. Ce sont des urnes funéraires qu'on peut jeter à la mer. Et donc ensuite, ça va forcément se dissoudre au contact de l'eau, progressivement, pour disparaître complètement. Donc les algues retournent à leur état d'origine, dans leur environnement initial. L'innovation se heurte à un autre problème.
Aujourd'hui, au niveau des algues, il y a différentes concessions qui existent et toute la volumétrie, par exemple, des algues présentes en Bretagne ne nous sont pas accessibles. Il faut savoir qu'on peut en avoir, mais en quantité limitée. Je dirais au niveau de l'État, c'est lui qui délivre effectivement les permis de ramassage là-dessus et qui définit les concessions qui sont accessibles, effectivement, les endroits, etc. L'entreprise importe donc une partie de ces algues des Caraïbes. La production de bioplastique se justifie malgré tout. 7,5 millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans les océans. Des solutions alternatives au plastique s'imposent. Et les algues, en étant de plus en plus présentes dans ces bioplastiques, peuvent avoir un réel impact. Retour sur les îles Féroé. Agnès ne manque pas d'idées ni d'imagination pour partager son intérêt vis-à-vis des algues. Aujourd'hui, elle veut montrer à un groupe d'étudiants américains ce que pourrait être l'alimentation du futur. Elle leur a préparé une petite balade du côté du fjord. Hello. Bonjour. Welcome. Bienvenue. Vous avez apporté le soleil avec vous. Il se faisait rare. Alors, combien êtes-vous? Ça, c'est une petite algue qui pousse sur les galets. Sa récolte est facile, on peut travailler assis. En revanche, il faudra être prudent quand on marchera sur les gros rochers. En descendant vers la mer, vous verrez qu'ils changent de couleur et qu'ils deviennent plus foncés. C'est là qu'ils sont glissants. Prenez votre temps. « 500 espèces d'algues sont déjà consommées dans le monde. Mais ce qui est commun en Asie n'est pas encore entré dans les mœurs sur les îles Féroé. Ici, les algues alimentaires n'ont pas bonne réputation. Agnès veut changer la donne. Vous vous débrouillez bien, le seau est presque plein. Les étudiants américains ne semblent pas rebutés. C'est très salé et ça a beaucoup de goût. On raffole du sel aux États-Unis. Du coup, ce serait une bonne alternative. J'ai déjà acheté des ancas à base d'algues, donc je me vois très bien faire pareil avec celle-ci. C'est très caoutchouteux quand ça vient d'être récolté. Mais je pense que si on les passe au four pour en faire des chips, comme Agnès l'a dit, ça peut être très bon et pas besoin d'ajouter de sel. Si c'était des étudiants locaux du même âge, ils hésiteraient probablement plus avant de goûter. Dans notre culture, nous consommons beaucoup de produits de la mer, mais nous privilégions surtout le poisson. Chez nous, les algues sont traditionnellement considérées comme un plat du pauvre. Beaucoup n'aiment pas leur goût. Pour ne pas dire qu'ils trouvent ça franchement mauvais. Pour se développer correctement, les algues ont besoin d'un substrat rocheux. Voici une autre espèce délicieuse. C'est la prochaine que nous cultiverons. Il y a aussi celle-ci. Bon, je vais essayer de ne pas tomber. Je n'arrive pas à la détacher. Vous la voyez? C'est Laminaria digitata, la laminaire digitée. Elle est très intéressante. Peut-être pas tant comme espèce comestible, mais pour des applications industrielles, parce qu'elle contient de nombreux composés bioactifs. Je n'aime pas trop son goût, qui est un peu métallique. Évidemment, si quelqu'un veut l'acheter pour la manger, pas de problème, elle est comestible. Mais j'envisage plutôt une utilisation industrielle.
Les forêts de kelp s'étendent principalement près des côtes, dans les eaux tempérées des zones littorales. Mais leur existence est menacée. À l'Institut Alfred Wegener de Bremerhaven, les scientifiques observent depuis plusieurs années l'état de ces grandes macroalgues brunes. La chercheuse Inka Bartsch est spécialiste des forêts de kelp. Elle revient tout juste d'une expédition dans le Spitzberg. Les algues sont-elles un indicateur du changement climatique? Comment réagissent les grandes forêts de kelp au réchauffement mondial? Nous voulons comprendre la structure des forêts de kelp entre le Spitzberg et la Bretagne. Nous essayons de prélever des échantillons de la limite septentrionale à la limite méridionale de l'aire de répartition des espèces. Quelles espèces sont présentes? Quel âge ont les individus? Au Spitzberg, par exemple, il est courant d'en trouver qui atteignent 6 à 8 ans d'âge. Plus au sud, en revanche, comme à Heligoland, où nous avons réalisé l'an dernier une analyse similaire, la même espèce sera âgée de seulement 2 à 3 ans. Les forêts de kelp sont à la mer ce que les forêts d'arbres sont à la terre. Elles produisent tout autant d'oxygène que ces dernières et sont surtout des sentinelles de la biodiversité. En effet, elles offrent un espace vital à de nombreuses autres espèces, comme ici, en mer du Nord. Mais cet habitat est en danger. Ces dernières années, on a constaté que les forêts de kelp reculaient à cause des vagues de chaleur. Il y en a eu d'importantes dans l'ouest de l'Australie, par exemple. Des centaines de kilomètres carrés de forêts d'algues brunes ont disparu. Nous souhaitons étudier cela de plus près afin de déterminer quelles sont les causes profondes de cette régression. Grâce aux échantillons de laminaires digités du Spitzberg, les chercheurs veulent faire le point sur l'état du kelp. Les forêts sous-marines sont-elles menacées, y compris sous nos latitudes? Pour y répondre, l'examen à l'œil nu ne suffit pas. Nous allons simuler des vagues de chaleur pour observer à partir de quand elles ont un effet négatif sur les algues. En mesurant la photosynthèse, on peut parfois obtenir des résultats plus rapides. La mesure de la performance photosynthétique montre à partir de quelle température de l'eau les algues développent un stress. Pour la laminaire digitée de mer du Nord, une augmentation même minime peut avoir des effets dramatiques. Depuis les années 1960, la température en mer du Nord a augmenté de 1,6 degré. Heligoland, par exemple. Tous nos modèles prédictifs affirment qu'à la fin du siècle, il n'y aura probablement plus de forêts de kelp là-bas. Sur les îles Féroé, les forêts de kelp sont encore en bon état. Agnès Mols-Mortensen sait à quel point ce milieu sous-marin est fragile. C'est aussi pour cela qu'elle privilégie la culture des algues. La jeune femme est en route pour déposer sa récolte du matin dans l'entrepôt qu'elle loue, dans une pêcherie. C'est très important de transformer ce que nous venons de récolter dans la foulée. Un jour ensoleillé comme aujourd'hui, on ne pourrait pas laisser les algues en plein air, elles se mettraient tout de suite à pourrir. Agnès doit faire vite. Mais avant de pouvoir transformer les algues, elle doit d'abord les sécher. Nous les séchons à basse température, à moins de 30 degrés. La durée nécessaire dépend de la météo. S'il fait humide dehors, cela prend un peu plus de temps. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Ce sera sec d'ici mercredi, je pense. Il faut vraiment que ce soit sec parce qu'ensuite, nous les réduisons en poudre. Ici, les algues fraîches ne trouveraient pas preneur. C'est pourquoi Agnès les commercialise sous forme séchée, ce qui permet de les conserver. Le travail de transformation est entièrement manuel. Agnès aimerait bien changer cela,
mais elle souhaite aussi rester indépendante. Entre idéalisme et rentabilité financière, la jeune femme cherche encore le juste milieu. Agnès a encore besoin d'une bonne assise économique. En tant que biologiste, soucieuse du maintien des écosystèmes et de la durabilité, elle redoute le passage à une échelle industrielle. Une seule certitude, les algues sont une composante essentielle d'une alimentation saine. 20,6 g, le consommateur a toujours droit à un peu de rab. Nous faisons face à une augmentation de nos ventes. Il nous faudrait un peu plus de main-d'œuvre. Nous allons devoir passer à la vitesse supérieure. Les algues alimentaires et oléagineuses sont déjà très demandées dans le monde. Et voici qu'elles intéressent désormais la recherche médicale. Les chercheurs du CHU de Dresde sont persuadés qu'elles recèlent de nombreux pouvoirs insoupçonnés. Ils ont mis au point un procédé qui, pour la première fois, associe dans une impression 3D des algues et des cellules humaines. Objectif à terme, faire en sorte que des algues alimentent en oxygène les cellules du corps humain. Avantage du procédé, l'absence de réaction de rejet. Mais le green bioprinting est plus compliqué que prévu. Nous devons en quelque sorte réunir ces deux mondes. La lumière est l'un des paramètres à traiter, mais il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, les cellules humaines ont des exigences très complexes. Pour qu'elles se développent correctement, il leur faut certains sérums. Or, on ignore totalement comment les algues peuvent réagir à ces composants. Les algues sont résistantes, mais ont besoin de repos après l'impression. Les cellules humaines n'ont pas ce temps et réagissent de manière sensible à une trop longue exposition lumineuse. Cultiver ces deux types de cellules dans les mêmes conditions relève de la gageure. Mais nous avons pu montrer que cela fonctionne. Les deux types de cellules survivent. La recherche n'en est qu'à ses débuts. Les utilisations médicales, pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques semblent prometteuses, tant les principes actifs des algues permettent de nombreuses applications. Félix Krouyac travaille à isoler ces substances, très différentes selon le milieu où vivent les algues. Les microalgues sont présentes partout et se sont adaptées à des conditions spécifiques, notamment en ce qui concerne leur pigmentation. On peut donc tirer de ces cellules des pigments extrêmement différents. Nous avons par exemple ici la chlorophylle, qui est probablement le composant naturel cellulaire le plus connu. Nos processus nous permettent aussi d'obtenir des caroténoïdes, des pigments liposolubles. Un autre exemple, c'est ce pigment bleu hydrosoluble issu de la cyanobactérie Arthrospira platensis, plus communément appelée spiruline, ou autrefois algue bleue. On ne l'a pas appelée comme ça par hasard. C'est précisément ce pigment bleu qui confère ses caractéristiques à la spiruline. Elle peut ainsi coloniser des habitats exposés à de très faibles intensités lumineuses. Les algues sont très sensibles à la lumière. Et cela a permis une découverte majeure. Situé au cœur de Paris, l'Institut de la Vision est l'un des plus importants centres de recherche européens sur les maladies de l'œil. Dirigé par le professeur José Alain Sahel, cet institut tente de redonner la vue à des non-voyants. Alors, les patients qui rentrent dans ces essais cliniques sont des patients qui sont à des stades très avancés de la maladie et souvent depuis longtemps. On essaie toujours d'éviter qu'ils aient des attentes trop importantes et qu'ils comprennent que nous sommes à des stades précoces de la recherche scientifique et que nous ne savons pas si les résultats vont être de très grande qualité. Mais il semblerait, en dépit de cela, que les résultats soient prometteurs et en attendant, ça engage à vraiment continuer le projet. Un projet qui doit sa réussite notamment à la collaboration de scientifiques de différentes disciplines. Les chercheurs ont conçu des molécules d'algues qu'ils peuvent insérer dans du tissu vivant afin qu'elles prennent en charge les fonctions des cellules visuelles altérées. Denis Dalcara dirige le projet de recherche optogénétique. Ça va, ils ont poussé non, pas vraiment exactement les mêmes. J'ai
Ce que nous faisons, c'est de prendre la séquence d'ADN qui code la fameuse channel rhodopsine, donc cette protéine sensible à la lumière qui va peut-être nous permettre de restaurer une vision. Et ce qu'on sait faire, c'est d'isoler cette séquence et l'insérer au sein d'un virus adéno-associé qui ressemble à ça, un origami. Le virus infecte l'être humain, mais sans provoquer de maladie. Produit en grande quantité, il est associé au cours d'un processus complexe à l'ADN de la protéine d'algue, la channel rhodopsine. Les algues possèdent des molécules photosensibles, des sortes d'yeux qui leur permettent une orientation optimale vers la lumière. Une molécule similaire se trouve dans la rétine humaine. Elle fait partie du pourpre rétinien et permet de mieux percevoir la luminosité ainsi que les couleurs. L'ADN de la protéine d'algue est introduit dans le virus, puis celui-ci est injecté dans l'œil. Grâce à ce cheval de Troie, la protéine d'algue peut s'exprimer dans les neurones de la rétine. L'œil est très facile d'accès d'un point de vue chirurgical. Il suffit d'insérer l'aiguille à travers le sclère qui va nous permettre un accès vers la rétine qui tapisse le fond de l'œil comme vous le voyez ainsi. Et donc du coup, lorsqu'on insère une aiguille là-dedans, on va pouvoir injecter le virus dans le corps vitré. Et ce corps vitré, il est à la proximité de la rétine. Et le virus, il va petit à petit diffuser et aller infecter ces cellules qui se trouvent au fond de l'œil. Et après, une fois que l'ADN est dans le noyau de chacune de ces cellules, elles vont commencer à petit fabriquer l'ARN et ensuite la protéine channel rhodopsine et l'incorporer dans leur membrane. Les chercheurs ont d'abord testé l'activation des cellules visuelles par l'algue sur des souris aveugles. Ils ont ainsi pu prouver que les cellules visuelles de la rétine, une fois infectées par l'ADN de la protéine d'algue, réagissaient de nouveau à la lumière. Les photorécepteurs des algues sont connus depuis longtemps. Mais ce n'est que récemment que les chercheurs ont pleinement compris leur fonctionnement. Comme la rétine humaine, les protéines photosensibles de l'algue transforment la lumière reçue en signaux électriques. Chacun des points noirs que vous voyez ici, ça correspond à une électrode. Ces électrodes, c'est un peu comme des antennes qui nous permettent de sentir ce qui se passe dans la rétine et quel message elle envoie au cerveau. La chance qu'on a, c'est qu'on ne voit pas seulement ce qu'envoie une cellule, on voit vraiment ce qu'envoie toutes ces cellules en même temps. Là, on a plusieurs centaines de cellules qui sont en train de travailler en même temps, en train d'envoyer tous ensemble de concert un message au cerveau, et on arrive à intercepter ce message, et on arrive à le décoder, à comprendre quelle est l'image du monde, quelle est la représentation du monde que la rétine envoie au cerveau. Donc grâce à ça, on peut comprendre un petit peu le code qui passe de la rétine vers le cerveau. Les premiers résultats de l'étude clinique montrent que l'activation des cellules visuelles restaure la vision en noir et blanc. Mais la biologiste aimerait aller encore plus loin. Ce qu'on souhaiterait faire aussi, peut-être de réfléchir à des stratégies qui permettront de restaurer une vision en couleur, parce que bien évidemment, cette stratégie ne permet pas de l'avoir, etc., etc. Donc juste ce qu'on obtient une vision vraiment le plus proche du naturel possible, qui permet de voir le mieux possible. Les espoirs suscités par les algues sont aussi un moteur pour Agnès Mols-Mortensen. La jeune femme habite avec son mari et ses 2 enfants dans un petit village au bord d'une des baies typiques des îles Féroé. Pour le repas du soir, elle a préparé une soupe de poisson relevée comme il se doit d'une pointe d'algue. Il faut apprendre à cuisiner avec les algues et ne pas avoir peur d'en assaisonner les plats. Le goût des algues ne prend pas le dessus sur celui des autres aliments. Votre plat n'aura pas un goût d'algues. Les autres saveurs ne s'effaceront pas. Au contraire, les algues font ressortir les saveurs. Je suis assez difficile sur la façon dont je consomme mes algues. Je n'aime pas les gros morceaux. Je les préfère en poudre, comme condiment. Des algues au menu. Rien de plus naturel pour les enfants. C'est d'abord pour eux qu'Agnès s'est engagée et travaille d'arrache-pied.
J'espère qu'ils se rendront compte un jour de la valeur de notre travail et qu'ils comprendront qu'on doit traiter la nature avec ménagement et non pas la solliciter à outrance pour ne pas la déséquilibrer. J'espère, enfin, je suis sûre qu'ils finiront par comprendre pourquoi j'y consacre autant de temps. Je te remets un peu d'algues? Partout dans le monde, les scientifiques démontrent à quel point les algues sont précieuses. Mais la recherche aura encore besoin de temps, de persévérance et d'investissement. L'intérêt pour les plantes et les algues correspond probablement mieux à ma personnalité. Elles sont calmes, elles accomplissent des tas de choses, mais sans trop bouger. Les étudier me va mieux que de traquer des animaux qui se déplacent sans cesse et qui sont difficiles à localiser. Aussi anciennes que le monde, les algues sont une matière première aux multiples applications. Le principal avantage de la culture des algues, c'est qu'il s'agit d'une activité durable. C'est donc une très bonne idée. Les algues utilisent la lumière pour leur photosynthèse et puisent les nutriments dans leur environnement. Pas besoin de les nourrir. C'est donc une production propre. Les algues captent le CO2 au fur et à mesure de leur croissance. Je ne pense pas qu'elles pourront sauver le monde, mais c'est une piste que nous devons absolument expérimenter. Il faut développer le secteur et inciter les habitants de nos pays à en consommer. Alimentation, transport, emballage, médecine. Les pouvoirs des algues, aussi étonnants que variés, portent en eux bien des promesses.